Ça y est, nous sommes à l'image. Bien. Messieurs les présidents, monsieur le directeur, mes chers collègues, la Commission des affaires économiques poursuit cet après-midi ses auditions à propos d'entreprises qui sont essentielles pour notre industrie. Vous savez que ça fait partie évidemment des missions de notre Commission des affaires économiques de l'Assemblée. Et particulièrement, en ce moment, évidemment, nous nous penchons sur la filière automobile. Je rappelle qu'on a entendu au cours des 3 derniers mois les PDG des groupes Michelin, Stellantis et les représentants de la plateforme automobile et de Mobiliance. Plus et aussi un déplacement, une délégation de notre part au salon de l'automobile. D'ailleurs, nous avons eu l'occasion de nous rencontrer. Nous avons cet après-midi le plaisir d'accueillir à la fois Monsieur Jean-Luc Di Paola Galloni, qui est le vice-président des affaires publiques et du développement durable de Valeo, Monsieur Thierry Calanquin, le vice-président adjoint de la division Valeo Power, et Monsieur Jean-Baptiste Burcher, qui est directeur des affaires publiques et des partenariats. Nous souhaitons aborder avec vous la situation, les perspectives de votre groupe en France et plus largement les défis importants que doivent relever les équipementiers de la filière automobile face, entre autres, et notamment à une transition nécessaire vers l'électrique, la hausse des coûts de l'énergie, une concurrence internationale vive et souvent déloyale, ou encore la recherche, disons, particulièrement prononcée de profits capitalistiques, le tout faisant évidemment que les députés, les élus de la nation ont, disons, des inquiétudes particulièrement vive au sujet de la filière automobile. Alors, il est vrai qu'en ce qui concerne le groupe Valeo, nous avons appris avec inquiétude l'annonce le 27 novembre dernier de la fermeture de sites de votre groupe à la Suze-sur-Sarthe, à la Verrière dans les Yvelines, la fermeture de postes dans 6 autres sites français, le tout devant conduire au total à la suppression officielle de 868 postes en France. Alors nous, de sources syndicales, nous avons 1300 postes, mais ça, je vous laisserai répondre, sachant, d'après nos données, il y aurait eu plus de 1100 postes supprimés depuis 2017. Et donc, nous avons quelques questions, et moi, je vais être très rapide, et je laisserai évidemment surtout mes collègues ensuite vous interpeller, mais il est vrai que vous dites que ces décisions sont liées au ralentissement du marché automobile européen. Évidemment, on s'interroge sur votre stratégie, parce qu'il est vrai que vous êtes un groupe de premier plan mondial, avec des résultats qui peuvent être considérés comme bons et en amélioration, en particulier en France et relativement à d'autres pays. En tout cas, c'est un groupe largement internationalisé qui semble en tout cas transférer des pans croissants de ses activités hors de France. J'ai ainsi observé en préparant cette audition que vos effectifs en France stagnent depuis 10 ans, alors que les effectifs en Europe ont cru de plus de 30% et les effectifs mondiaux de 50%. Certains pourraient dire qu'il y a une délocalisation qui ne dit pas son nom. En tout cas, ça interroge, et je crois que c'est une interrogation que nous partageons tous, ça interroge sur les perspectives du groupe en matière d'emploi, de production et d'investissement ces prochaines années, particulièrement en France. Enfin, il est clair qu'il y a beaucoup d'usines qui ferment, qui délocalisent. Des plans de licenciement annoncés ces dernières semaines chez les constructeurs, les aciéristes, les équipementiers. Et donc, on est inquiet, je l'ai redit, je l'ai déjà dit, sur l'avenir de cette filière automobile. C'est évidemment notre responsabilité de législateur que de prendre à bras-le-corps ce problème, parce qu'on sait que et on l'avait vu avec la plateforme automobile, vous vous souvenez, de Mobiliance, on avait compté que la filière automobile, c'était près d'1 million d'emplois en France. 1 million. Donc évidemment, en ce qui nous concerne, nous les députés, tous nos territoires sont concernés, tous. La concurrence déloyale est souvent identifiée comme une des causes de ces graves difficultés. Et je sais que nous avons pu le partager dans des discussions. Et là aussi, je crois que votre analyse sera importante quant aux conditions d'importation de composants, de pièces de véhicules qui proviennent notamment d'Asie et de Chine. Enfin, j'aimerais vous interroger quant à moi sur l'innovation. Vous êtes le premier dépositaire de brevets en France, n'est-ce pas? Enfin, en tout cas, vous revendiquez de l'être. Et ces innovations, en même temps, ne semblent pas parvenir à endiguer l'érosion de votre appareil industriel en France. Est-ce que vous pouvez nous éclairer, y compris, et vous imaginez bien que pour qu'un législateur, c'est important, sur l'usage des aides publiques qui ont été faites? Je pense aux 50 milliards d'euros de CIR, de crédit impôt recherche, si mes sources sont bonnes, par an, qui ont été versés en une année. Est-ce que 50 millions, j'ai dit 50 milliards, pardon, c'est n'importe quoi. 50 millions d'euros, évidemment. Et la manière... voilà, c'est
C'est même pas la totalité des aides publiques en France aux entreprises, donc voilà. Enfin, si, on est à 200 milliards, pardon. Mais en tout cas, 50 millions d'euros de CIR par an. Pardon, j'ai perdu mon fil. Pour le groupe Valeo, est-ce que ça bénéficie véritablement à la compétitivité et l'emploi dans notre pays? Parce que c'est le but tout de même du CIR. En tout cas, merci vraiment, messieurs les présidents, monsieur le directeur, d'être à nos côtés pour informer les membres de notre commission, apporter toutes les explications qu'il y aura vis-à-vis des inquiétudes, des interrogations des collègues qui sont ici et que je remercie pour leur présence. Je vous cède donc la parole pour une quinzaine de minutes, après quoi, et comme je vous l'ai expliqué, on entendra les orateurs de groupe chacun pour 3 minutes maximum pour vous laisser au moins 1 minute de réponse. Après, à nouveau, vous aurez le temps que vous voulez pour développer ou compléter. Et nous aurons également, évidemment, les interventions individuelles de tous les députés qu'ils souhaitent, oratrices et orateurs de groupe compris, en fin d'audition. Voilà, à nouveau, merci. Et je vous laisse tout de suite la parole. Madame la Présidente, Mesdames, Messieurs les députés, tout d'abord, laissez-moi m'exprimer au nom de mes collègues. Le plaisir et l'honneur, et je dirais même le devoir, d'être ici présent parmi vous et profiter de ce temps de cette audition pour vous expliquer quels sont nos enjeux, quel est le contexte de notre secteur. Et donc, j'utiliserai, j'espère à bon escient, ce premier temps de parole sur des propos liminaires. Alors, nous ne sommes pas, comme vous l'avez rappelé, Madame la Présidente, le premier groupe que vous auditionnez ou la première entité. Donc, je ne vais pas forcément répéter un certain nombre de choses que vous avez dû certainement apprendre sur notre secteur. Néanmoins, ce que, notamment dans ce temps introductif, j'utiliserai, c'est aussi vous faire comprendre quelle est la position, la définition d'un équipementier mondial, certes de base et de siège français, et aussi repositionner un petit peu Valeo en France par rapport au reste du monde et tous les, je dirais, les défis et les enjeux que nous connaissons à l'échelle globale. Tout d'abord, et je pense que c'est très important, vous l'avez rappelé, nous vivons un moment de transition, et de transition, je dirais, vraiment séculaire. Nous vivons quelque chose de formidable, parce qu'en même temps, c'est un challenge incroyable de vouloir passer à une mobilité progressivement décarbonée, ou d'aucuns diront aussi défossilisée, et cela ne peut pas se passer, je dirais, de manière linéaire. Quand on est passé de la Forté aux charrettes, ça a été aussi assez compliqué. Premièrement, je rappellerai que dans ces toutes dernières années, je ne vais pas remonter trop loin en arrière, mais si on remonte à un temps pré-Covid, pour vous faire comprendre quand même l'accélération de ce qui se passe déjà à l'échelle continentale, les États-Unis, plus Mexique et Canada, ont perdu à peu près 1,6 million de production de véhicules. L'Europe en a perdu 3 millions, alors que la Chine en a gagné 4,3 millions, et ceci uniquement entre les derniers chiffres de l'année dernière, de 2023, par rapport à la dernière année pré-Covid, 2019. Donc vous voyez déjà à quel point, sur une production aujourd'hui en Europe qui a à peu près chuté autour de 16-17 millions de véhicules, à quel point cela a un impact. Donc cette course mondiale s'intensifie. Elle s'intensifie autour des transitions énergétiques. Pour nous, c'est évidemment une fenêtre d'opportunité. Et vu qu'on est dans un replacement, je dirais, calendaire, laissez-moi vous dire que Valeo n'a pas attendu l'année 2019, mais bien la décennie d'avant, pour se positionner grâce à une clarté, je dirais, réglementaire qui était donnée à la fois par Bruxelles, par Paris et par d'autres capitales, où Valeo a voulu se placer comme étant l'un des pionniers pour devenir, sinon le leader, en tout cas avoir une place majeure en tant qu'équipementier de transition, équipementier posé sur les technologies décarbonisantes. L'Europe, sur ce plan-là, a fait un pari qui était assez clair, c'est-à-dire sur les véhicules électriques, avec un horizon qui est clair pour nous et que nous approuvons, c'est-à-dire avec une fin des véhicules thermiques en 2035. Mais, évidemment, nous avons vu, et vous l'avez cité vous-même dans vos propos d'introduction, avec un défi majeur lié à des chaînes de production qui dépassent très largement, d'ailleurs,
le pur secteur périmétré de l'automobile, mais des secteurs de la métallurgie, de la chimie, etc., où en fait, de plus en plus, et encore plus en temps pré- et ensuite post-Covid, la Chine est devenue l'usine mondiale. Et donc avec des chaînes de valeur qui se sont beaucoup déplacées vers l'Asie. Et cette même Chine a eu à la fois une avance stratégique, avec un écosystème robuste, des capacités de production massive, des records de vente, nous l'avons précisé, et aussi un soutien étatique qui n'est pas tout à fait du même ordre, avec une certaine aussi opacité, et en tout cas un soutien réel. Et donc tout ceci a fait une vraie pression sur l'Europe. Puis je rappellerai, pour introduire qu'est-ce que c'est qu'être équipementier aujourd'hui dans le monde, déjà que lorsque vous avez un emploi chez nos clients constructeurs, il y a 3 emplois induits chez les équipementiers chez nous. Donc on prend très sérieusement l'exercice que nous allons faire aujourd'hui parce que le cœur de l'emploi est vraiment chez les équipementiers et pas uniquement des équipementiers de rang 1, mais sur l'ensemble de la chaîne équipementière. Mais je précise aussi, et ça c'est plutôt positif, et c'est un véritable défi que de le maintenir, chez les équipementiers, vous avez 75%, plus des 3/4 de la valeur ajoutée des véhicules. Et donc ça répond déjà, c'est une amorce de réponse, mais j'y reviendrai plus tard, sur l'importance aussi de l'innovation que vous avez soulignée, et j'y suis extrêmement sensible. Ensuite, un cadrage au niveau des temps. Qu'est-ce que c'est qu'être équipementier? C'est faire des projets, et justement, je reviens sur l'innovation, cette importance de l'innovation, sur à peu près un horizon de temps de 3 ans. Et je précise tout de suite qu'en Chine, lorsqu'on arrive à faire du business en Chine, ce temps est quasiment divisé par 2. Donc il y a une accélération, il y a une compétition non seulement de prix, mais de vitesse de temps de projet. Ensuite, vous avez à peu près 6-7 ans de production pour une génération de véhicules, de commandes, de composants et de systèmes vis-à-vis de vos clients constructeurs. Et ensuite, vous avez 15 ans de maintien de cette production pour des besoins de pièces de rechange, d'aftermarket. Donc, résultat, vous avez un temps long d'à peu près, vous voyez, 15 plus 3 plus 6. Donc, lorsque vous avez des chutes de marché, cela a des conséquences assez lourdes. Et donc, vous voyez bien qu'ici, on a un marché européen qui s'est érodé. Et je dirais que Valeo a été assez sérieux, puisque sur le périmètre français, on n'a absolument pas, quasiment pas touché à la structure de nos usines en Europe et en France pendant plus d'une décennie. Et là, nous vivons une véritable érosion. Donc, il faut faire quelque chose. La compétitivité de l'industrie automobile en Europe et notamment en France a fortement reculé. On a perdu 25 points, 25%, et ça n'est pas dû que sur la compétitivité des prix des constructeurs, c'est dû à l'augmentation du prix de l'énergie, à une inflation, je rappellerai, ça me fait plaisir de le dire, à une commission qui s'occupe des affaires économiques, et vous le savez sans doute, il n'y a quasiment pas eu plus de 2 ou 3% d'inflation en Chine en période pré-Covid, post-Covid. En fait, nous, on en a eu plusieurs pourcentages par an depuis qu'on est sorti de la pandémie. Et enfin, on a la pression des charges sociales européennes et notamment françaises qui sont plus fortes que dans les autres pays européens. Donc tout ça mis ensemble, c'est une chute de compétitivité de 25 points. Et donc, on est un équipementier aujourd'hui par rapport à cet état des lieux, un équipementier qui est engagé face à ces défis. Donc aujourd'hui, le groupe génère un chiffre d'affaires de 22 milliards d'euros dans le monde, avec plus de 106 000 personnes qui sont réparties dans 29 pays et 175 sites. Et aujourd'hui, l'objectif et la volonté, qui est le métier de Valeo, c'est bien sûr d'industrialiser nos technologies, nous maintenir dans cette compétitivité complexe en Europe, en Asie, en Amérique. On a eu une stratégie, et nous continuons de l'avoir, une stratégie industrielle qui est progressive. On met en place
je dirais, cette transition de type de produit au sein de chacun de nos sites industriels, et c'est effectivement le cas de la France. Je rappellerai qu'à l'échelle française, autre point extrêmement important et positif, nous sommes à 75% d'exportation. Ça veut dire que la première des gymnastiques qu'on a eu à faire dans nos sites pour ne pas perdre d'emplois, pour maintenir les usines à flot, ça a été de voir que dès que nos constructeurs nationaux commençaient à baisser, de nous assurer que nos sites français pouvaient être viables économiquement sur des exportations à l'échelle continentale. Parce que nous faisons en Europe et en France la production qui est utile pour le reste du pays et du continent. Et je peux vous dire il faut savoir l'anticiper, prendre des business avec des constructeurs étrangers et le maintenir. Et que vous comprenez que quand les constructeurs étrangers sont situés dans des pays à bas coût européens, c'est beaucoup plus difficile de les exporter depuis la France. Et à côté de ça, ce que l'on craint le plus de la Chine, c'est pas tant nos clients constructeurs chinois que l'on sert depuis nos usines de Chine. Et je tiens vraiment à insister là-dessus. Les usines, les implantations chinoises de Valeo servent les constructeurs chinois et étrangers en Chine. On est en train de croître avec les Chinois puisque les étrangers en Chine baissent, mais ne sont pas voués à l'exportation vers des marchés européens. Or, ce que nous craignons le plus, c'est la concurrence des équipementiers chinois. Et dès les propos liminaires, je vous dirais que la mesure qui a été prise de tarif sur le produit final, c'est-à-dire le véhicule, n'empêche absolument pas de faire venir des chaînes de valeur chinoises en Europe. Et je vous dirai plus tard quelle est notre proposition. Donc, vous voyez qu'il y a un travail constant de recherche de compétitivité vis-à-vis des localisations à bas coût. Ensuite, il y a évidemment ce travail autour des défis de la montée en puissance de l'électrique. La montée en puissance de l'électrique, c'est non seulement des défis sur le produit, on a, je dirais, les équipes de recherche et de développement qui font un travail formidable sur le produit en tant que tel, on est très fiers, hein. Vous savez, même il y a 20 ans, on a été les premiers lanceurs du stop-start qui aujourd'hui a été généralisé, mais aujourd'hui, on est très heureux de dire qu'on équipe un groupe de motopropulsion sur 2 en Europe, 1 sur 3 dans le monde. Tout ça, c'est le fruit d'un travail de recherche et de développement considérable. Mais c'est aussi un défi d'un point de vue industriel, c'est-à-dire comment transformer nos sites de production, nos usines, les adapter à la production de l'électrique. Et là-dessus, eh bien, on vous doit l'honnêteté, et on le sait, les spécialistes purs industriels, j'en ai un à côté de moi aussi, et il s'exprimera, c'est clairement, oui, il y aura un petit peu moins d'emplois lorsqu'on va passer à l'électrique, parce que, je ne vais pas rentrer dans les détails, mais vous avez des automatisations qui vont arriver progressivement. Il n'y aura pas le même type. Donc, il faut quand même aussi accompagner socialement, professionnellement, à travers des formations, tout ce processus extrêmement important. Et puis aussi, c'est des coûts, je ne l'ai pas cité, mais je vais le dire maintenant, le défi des matières premières et des matériaux critiques. Et là-dessus, Valeo aussi a fait un travail considérable avec un des constructeurs français majeurs. On a inventé et sorti le premier moteur électrique sans aimant, sans terre rare, justement parce qu'on a fait un effort de limiter les coûts de ce type de matériaux extrêmement chers, extrêmement critiques à aller chercher ailleurs que dans notre sol européen. Donc, malgré, je dirais, tous ces défis, nous restons engagés en Europe et en France. Tout d'abord, je dirais que cet engagement, il est clair, et je vais donner également des chiffres. Depuis une grosse décennie, Valeo a investi 11 milliards d'euros sur plus de 10 ans, et c'est très, très important de le signaler en France. Je me rapproche sur un temps plus court. À partir de l'année qui va s'achever à la fin de ce mois, depuis le début 2024 à horizon 2026, nous avons fait le calcul avant de venir. On a à peu près assuré presque 300 millions d'euros
d'investissement et de 1,7 milliard de dépenses en recherche et de développement sur 3 ans. Et tout de suite, pour répondre déjà sur le point que vous avez posé sur le crédit impôt recherche, vous voyez que sur 3 ans, effectivement, les chiffres que vous avez sont justes, à peu près la cinquantaine de millions d'euros, multipliés par 3, on arrive à un peu moins de 9% d'aide publique sur la dépense propre de Valeo sur la R&D. Maintenant, je dis que ces 9% sont extrêmement essentiels. Nous remercions l'État, nous remercions les pouvoirs publics, les agences qui instruisent nos projets, et je peux vous dire que c'est audité par des commissaires aux comptes. Chaque projet est validé. Vous connaissez, je dirais, la procédure aussi bureaucratique française, c'est-à-dire à travers non seulement Bercy, la DGE. Sur certains projets de recherche, il y a la Banque publique d'investissement qui est instructrice. Nous faisons ça très sérieusement et nous remercions le dispositif CIR d'exister parce qu'il est, je dirais, un accompagnement absolument nécessaire à l'effort que nous faisons nous-mêmes pour amorcer toutes les réductions possibles. On est, vous savez, en constante réflexion de comment on peut optimiser et baisser le coût de notre propre recherche, sachant que nous devons financer les 91% restants. Et donc, c'est ça qui permet de compenser je dirais, le différentiel de compétitivité que vous avez ailleurs, et notamment sur les charges sociales, des bons salaires des ingénieurs. Donc ça, c'est très, très important. Ensuite, pour la stratégie de Valeo au sein de notre pays, on a cette adaptation, on a mis en place cette adaptation progressive et ambitieuse. On est obligé de faire face à un repositionnement progressif de notre empreinte industrielle et, je dirais, à effectif presque constant. Les chiffres que vous avez cités sont justes. Les plus de 800 postes qui vont être supprimés sont à reconsidérer par rapport à pratiquement 13 000 postes que nous avons sur l'ensemble de l'Hexagone. Donc, je donne aussi là des chiffres de comparaison. En Allemagne, il faut avoir en tête que sur l'ensemble de l'industrie allemande, vous avez une perte de 60 000 postes et sur le secteur équipementier automobile, plus de 40 000 à l'heure où je vous parle. Donc, vous voyez quand même le ratio, c'est-à-dire l'effort que Valeo ayant, je dirais, à la fois fait un travail de flexibilité, d'anticipation, réduit à minima cet impact sur les emplois. En fait, on est obligé vraiment, ici, d'avoir en tête que la France, qu'est-ce que ça représente pour nous? C'est 12% des effectifs mondiaux, 22% des frais du personnel au niveau groupe, sur 29 pays, et 35% des charges sociales à l'échelle mondiale, rien que la France chez Valeo. Et je vous précise qu'on est dans 29 pays. Donc on fait quand même l'effort qu'il faut pour maintenir au maximum tous les emplois que l'on peut maintenir. Et cet ancrage, il se fait, et je reviens là-dessus, sur la force de l'innovation et la production de l'innovation que l'on fait en France. Vous avez rappelé, et merci de l'avoir fait, que nous sommes le premier, ou en tout cas parmi les tout premiers dépositaires de brevets en France, mais j'ajouterais, si vous le permettez, que nous sommes surtout le premier déposant de brevets à l'étranger. Et c'est une vraie force, parce que à travers ce que nous faisons en recherche et développement, également à l'échelle étrangère, européenne et mondiale, c'est ce qui peut permettre aussi de maintenir la recherche et le développement en France. C'est-à-dire qu'il y a tout le temps cette gymnastique de qu'est-ce qu'on peut s'inspirer dans tel ou tel autre pays et qu'on peut adapter et maintenir en France. Et du reste, l'Office européen des brevets, vraiment, est très, très fier parce que très vite, tout secteur économique confondu, vous avez assez peu de champions d'innovation et qui arrivent à maintenir ce niveau de recherche. Je dirais qu'on fait beaucoup plus, et ça me fait plaisir que Jean-Baptiste Burtscher et moi-même soyons là. Ça fait plus de 12 ans que nous sommes actifs et sans aucun argent, et je tiens à le dire en tant que citoyen français et européen, nous maintenons la plume auprès des plateformes de recherche automobile européennes, officielles de la Commission,
Et récemment, c'est la Commission elle-même qui m'a appelé à la gouvernance de l'initiative technologique jointe des puces, comprenant que, en tant que 3e ou 4e acheteur d'électronique automobile mondiale, on avait, je dirais, la légitimité de rentrer dans le conseil de gouvernance des programmes financeurs des puces électroniques. Et le commissariat d'énergie atomique, STMicro, qui sont des acteurs majeurs français, nous en tiennent gré, sont extrêmement contents que nous puissions travailler ensemble parce que leur recherche, eh bien, c'est nous qui en bénéficions et c'est nous qui devons travailler ensemble. Et ça crée, je dirais, un écosystème français et européen. Et je peux vous dire que c'est extrêmement chronophage comme travail. On a tout un tas d'équipes de recherche qui sont lancées dans ces projets. Et ça va bien au-delà des financements que nous recevons par le CIR ou par d'autres dispositifs. Et donc, cette recherche partenariale, j'insiste beaucoup là-dessus, elle est là pour renforcer notre compétitivité. Et puis pour nous, évidemment, c'est un travail constant de viabilisation économique. On se réjouit dans les dernières avancées, vous l'avez, j'imagine que vous l'analysez ici aussi, de l'arrivée progressive de l'intelligence artificielle. Ça permet, là où il le faut, avec la juste pondération, de optimiser à la fois les coûts de recherche et surtout d'avoir un objectif d'accélération de vitesse. Je rappelais que dans les temps d'innovation en Chine, ça va beaucoup plus vite que chez nous. Et que ça, c'est absolument important. Et on est dans une amélioration des processus industriels qui est permanente. Alors, pour tout ça, on a besoin de bâtir une industrie résiliente et absolument souveraine. C'est pour ça qu'on a besoin non seulement de tous les soutiens et dispositifs dont l'État nous fait bénéficier, et on a vraiment besoin de ce maintien, notamment du crédit impôt recherche, mais également de ces actions partenariales avec un écosystème de recherche qui dépasse le secteur automobile. Et on a besoin aussi sans doute, et c'est là où je vais donner la proposition qui est la nôtre d'un point de vue réglementaire, au maintien d'un contenu régional européen de composants et de systèmes équipementiers dans notre continent et en France. Et ce n'est pas exactement ce qui s'est passé avec la proposition tarifaire qui a été proposée cet été et qui a été mise en place depuis seulement quelques semaines. Et pourquoi on a besoin de ça? Je vais essayer de l'expliquer. Ça me fait plaisir de l'expliquer devant une commission des affaires économiques. Parce que lorsque vous maintenez un minimum de contenu européen, d'une part, vous envoyez un message diplomatique positif aux Chinois qui peuvent venir investir en Europe, à la condition qu'ils jouent à la loyale avec les lois sociales européennes, les garanties, les prix, les salaires, les charges, et automatiquement, vous avez un début de, je dirais, remontée d'équité des conditions entre les acteurs chinois qui viendraient s'installer ici et les acteurs européens qui sont restés. Et automatiquement, le différentiel de prix à la fois du véhicule final et surtout de la chaîne de valeur équipementière se rééquilibre. Et à ce moment-là, vous compensez assez rapidement ce fameux déficit de compétitivité dont je vous parlais, qui fait qu'actuellement, eh bien, les constructeurs, pour se remettre au prix des Chinois, importent une chaîne équipementière venant d'ailleurs de l'Europe. Et donc, c'est vers cette solution que nous allons, et on a absolument besoin de, je dirais, cette protection de ce qui représente 75%, je le répète encore, de la valeur ajoutée des véhicules. Bien sûr, on a ensuite, je dirais, à travers cette proposition, la volonté de préserver ce qui est notre souveraineté technologique, et je pense et la France n'a pas à rougir, on a d'excellents ingénieurs, on est extrêmement lié à la force et à la formation de nos jeunes ingénieurs, et je peux vous dire que Valeo représente encore une société où les jeunes sortis de n'importe quel niveau d'école, et moi je ne tiens pas qu'à citer des grands, j'aime beaucoup par exemple l'école de la plasturgie à Issoire, et eh bien nous sommes des intégrateurs de ce type de formation et d'avenir. Et donc, pour cela, on a besoin de votre soutien,
Et on est là, évidemment, à répondre à vos questions, mais croyez-nous, c'est sincèrement qu'on fait vraiment le maximum pour maintenir les emplois et à limiter à minima les érosions que cela comporte. Et je vous remercie pour m'avoir écouté jusque-là. Merci beaucoup pour cette introduction, Monsieur le Vice-président. Et je passe tout de suite la parole pour le groupe Rassemblement national à Monsieur Alexandre Loubet. Merci, Madame la Présidente. Messieurs les représentants de Valeo, merci pour votre exposé. Les difficultés que connaît évidemment la filière automobile inquiètent les emplois qui en dépendent, que ce soit les salariés comme les entrepreneurs de l'industrie, de la distribution, mais aussi des services automobiles. Et votre entreprise a effectivement annoncé récemment la suppression de près de 900 emplois dans la Sarthe, 1300 selon les syndicats. Je suis sûr qu'il y aura des questions pour éclairer ce sujet. Je crois qu'effectivement que ces suppressions d'emplois, elles s'inscrivent dans une dynamique malheureuse que connaît notre pays. Depuis près de décennies, on compte au moins 150 000 emplois supprimés dans le secteur de l'industrie automobile. Et le directeur général de la plateforme automobile nous a dit la semaine dernière que près de 100 000 seraient également détruits d'ici une dizaine d'années, notamment du fait de l'interdiction de la vente des voitures à moteur thermique dans notre pays et au niveau européen. Donc la filière automobile, on le dit, subit une crise à la fois de l'offre et de la demande. De la demande, je crois, notamment du fait du contexte de pouvoir d'achat compliqué, qui risque effectivement de s'aggraver au regard de l'alourdissement du malus sur la vente des voitures thermiques, ou encore de la baisse des soutiens à l'achat des voitures électriques qui ne facilitent pas la transition exigée vers l'électrique, de même que diverses dispositions à l'instar de l'application à l'entrée en vigueur des ZFE dans certaines grandes agglomérations. Une crise de l'offre également, d'une part avec la concurrence déloyale extra-européenne, mais aussi européenne, j'y reviendrai, mais aussi également avec la flambée des prix énergétiques des matières premières ou encore les réglementations décorrélées de la demande. Je crois qu'il faut arrêter de persister dans une approche dogmatique et avoir une approche un peu plus réaliste, d'où mes questions qui vont suivre. La première porte sur cette interdiction de la vente en 2035 des voitures à moteur thermique en France, qui est imposée par l'Union européenne, avec le soutien notamment des précédents gouvernements macronistes. Selon vous, est-ce que ce délai de 2035 est tenable du côté des constructeurs et des équipementiers en France? Quel impact cela aura sur l'emploi? Vous avez dit que ça impliquerait a priori des destructions. Est-ce que vous avez un peu plus d'éléments à nous apporter à minima concernant votre entreprise? Et selon vous, question intéressante je crois, le client sera-t-il au rendez-vous en termes de volonté, mais aussi de moyens? Est-ce qu'on n'est pas en train de tirer une balle dans le pied de l'industrie française et européenne? Ma deuxième question porte sur les dispositifs mis en place par l'État pour accompagner cette transition vers le tout électrique. On l'a bien vu, il s'amenuise du côté de la demande. Quid du côté de l'offre, notamment du plan France 2030 qui prévoyait 2 millions de véhicules automobiles d'ici 2030. On a quelques centaines de milliers en France. On en est encore loin. Et enfin, troisième question, elle porte sur la compétitivité, la hausse des coûts de production, notamment côté matières premières. Est-ce que vous craignez ou non que la taxe carbone mise en place au niveau européen qui taxera les matières premières et non les produits semi-finis pénalise les industries automobiles en France et en Europe? Et enfin, les prix de l'énergie, dans quelle mesure est-ce qu'ils impactent vos activités, alors même qu'en France, les coûts de production stagnent, mais étant donné qu'on les a indexés, le prix de l'électricité français sur le prix européen du gaz, eh bien, il se retrouve à exploser de manière injuste. Les factures sont décorrélées des coûts de production. Je vous remercie. Merci, Monsieur Loubet. Monsieur le vice-président, alors du coup, vous avez 1 minute, mais si vous voulez compléter par la suite, voilà, vous pouvez peut-être prendre une question et compléter après, c'est comme vous le souhaitez, mais voilà, pour vous dire d'essayer de tenir dans les temps malgré l'ampleur des questions qui sont évidemment légitimes. Je vais donner la parole à mon collègue Thierry Calanquin et je mesure qu'est-ce qui sera porté comme réponse et je compléterai. Si vous voulez, pour nous, l'échéance de 2035, c'est un fait, c'est un paramètre qu'on a rentré. Ce qui est important pour nous, c'est la stabilité des réglementations. C'est-à-dire, il y a des échéances, on sait les respecter. Ce qu'il ne faut pas, c'est qu'on ait une réglementation mouvante en France, en Europe, avec des incitations qui bougent d'année en année. Donc l'important pour nous, c'est pas ce qui est décidé, c'est la stabilité de ce qui est décidé. Voilà.
Donc on sait s'y adapter, on saura faire face, mais l'important c'est la stabilité réglementaire. Oui, il y a probablement un peu moins d'emplois par véhicule électrique que par véhicule thermique, mais ce n'est pas déterminant. Là aussi, ce qui va être important, c'est le nombre de véhicules qui vont être construits, qu'ils soient thermiques ou électriques. Ce n'est pas déterminant, très déterminant pour l'emploi. Ce qui est très déterminant, ça va être le nombre de véhicules produits en Europe pour les équipementiers. Parce qu'en tant qu'équipementier, on a une stratégie locale to local, c'est-à-dire qu'on produit en Europe ce que les constructeurs montent en Europe. Je suis désolée, je vais devoir vous... Je sais que c'est frustrant. Je voulais... Vraiment, vous aurez tout le temps que vous souhaitez à la fin des interventions des orateurs et oratrices. Bon, excusez-moi, c'est vraiment pour respecter le temps de réponse par groupe. Et n'hésitez pas à prendre note et à revenir voilà, là-dessus. Ça marche. Donc maintenant, pour le groupe EPR, monsieur Jean-Luc Fugit. Merci Madame la Présidente. Alors, EPR veut dire, je vous le dis pour le nom, Ensemble pour la République. Bon, bref. Comme vous l'avez rappelé, c'est vrai qu'il y a un malaise dans le secteur automobile européen qui s'est installé depuis plusieurs mois, dans un contexte qui est marqué par la hausse, notamment aussi, vous l'avez très bien rappelé, de la concurrence chinoise. Donc une stagnation, on observe en tout cas une stagnation de la demande en véhicules électriques et des niveaux de marché qui n'ont pas vraiment retrouvé leur niveau d'avant la crise sanitaire du Covid. Et il y a aussi de nombreux autres acteurs du secteur, qu'ils soient constructeurs ou équipementiers, qui annoncent aussi des fermetures d'usines et des plans sociaux. Il faut l'avoir bien en tête. Mais c'est aussi une réalité qui n'est pas propre à la France. On l'observe donc au niveau européen, même si on voit que certains pays tirent peut-être un peu mieux leur épingle du jeu que d'autres, si je peux parler ainsi. Peut-être rappeler, je ne voulais pas le faire, mais c'est l'intervention du collègue du Rassemblement national qui m'y a fait penser, c'est que quand on a fait des choix dans le cadre de la loi de l'orientation des mobilités, donc j'ai eu la chance d'être l'un des rapporteurs, et notamment le rapporteur de la partie développer des mobilités plus propres et plus actives, on a fait tout ça pour deux raisons, avec un objectif politique: réduire les émissions de CO2 et chercher à améliorer la santé respiratoire de nos concitoyens dans les milieux urbains denses. On ne l'a pas fait par dogmatisme, on l'a fait pour améliorer la situation vis-à-vis du climat et de la santé respiratoire de nos concitoyens. Et je tiens à le dire, et d'ailleurs ce que nous avons inscrit dans la loi française à l'époque, c'est la fin des véhicules à énergie fossile d'ici 2040, ce qui n'est pas la même chose que les véhicules thermiques strictement. Voilà. Je ne vais pas rentrer dans le débat maintenant, mais on pourrait le faire. On a aussi appris que dans le contexte donc, qu'il y avait des équipementiers qui délocaliseraient leur production sur d'autres sites. Donc je l'ai vu par exemple que l'équipementier Continental va passer du nord de l'Allemagne vers la Croatie ou la République tchèque, donc pour rester compétitif. Et dans ce cadre, notre première question, c'est qu'elle porte sur le renforcement des droits de douane à l'importation des véhicules chinois, notamment. Est-ce que vous pensez que ce renforcement de ces droits de douane serait de nature à apporter une solution à vos problématiques de compétitivité, et notamment pour arrêter des mouvements de délocalisation au sein même de l'espace européen? Et puis, il y a aussi la nécessité donc, d'avoir, à partir de janvier prochain, un seuil donc, européen autorisé d'émissions de CO2 qui va diminuer. Vous voulez voir aussi comment vous voyez cette situation, puisque ça va obliger à rééquilibrer donc, en termes de nombre de véhicules électriques qui devront être vendus. Et on pensait aussi vous poser la question de savoir si on parle des fois qu'il faudrait assouplir le calendrier donc au niveau européen par rapport aux nouveaux objectifs de CO2. Est-ce que vous pensez que c'est une chose qu'il faut faire ou pas? Et puis rapidement, pour les quelques secondes qui me restent, j'aimerais voulu aussi savoir comment, puisque vous avez évoqué le travail avec la formation, vous avez cité des formations, est-ce que vous travaillez avec les conseils de perfectionnement des établissements donc d'enseignement supérieur? Si oui, de quelle manière? Et est-ce que vous travaillez aussi, là c'est ma casquette d'ancien chercheur que je prends, avec des centres de recherche publics français? Et ça nous intéresse aussi pour voir un petit peu comment vous vous inscrivez dans l'économie française globale. Merci. Merci, messieurs, pour 1 minute. Désolée. Bon, alors très répondant. Je réponds dans le sens inverse. Au moins, ça permettra de reprendre plusieurs questions. Oui, bien sûr, on travaille avec énormément de centres de recherche. J'ai cité les plus gros, mais même des plus petits. Et on travaille avec notamment
un certain nombre de plateformes régionales. Il y en a une en Île-de-France, en Normandie, en Rhône-Alpes, etc. Donc évidemment, avec tout l'écosystème de recherche à la fois public et privé, l'Institut français du pétrole, pour en citer un autre, IFPEN, Énergie Nouvelle. Je pense que mon collègue vous a répondu sur l'assouplissement de calendrier. On a besoin de seuils réglementaires de longue période. Vous avez vu dans mes propos liminaires le temps que l'on a. Si on nous bouge les choses, ça détruit notre calendrier d'investissement, de dépenses. Donc il faut faire très attention à ça. Maintenant, je dirais que ce qu'il faut, c'est aussi aider la micromobilité. Et je rebondis sur la réponse précédente de mon collègue. C'est-à-dire que là, nous, on sait remplir les usines. Encore faut-il qu'on ait les volumes. Dans les nouvelles micromobilités, on discutait tout à l'heure que, par exemple, un constructeur comme Ligier nous avait annoncé des volumes qui, aujourd'hui, sont réduits de 90%. Donc, nous, on s'était préparé à la micromobilité. Donc, on s'adresse aussi aux législateurs en disant promouvez le type de micromobilité et qui n'est pas nécessairement le véhicule de la voiture classique, mais y compris les trottinettes, les 2 roues, les 3 roues. Merci pour le groupe LFI, donc je ne développe pas les initiales. Madame Sandrine Nosbé. Merci Madame la Présidente. Monsieur Di Paola Galloni, Monsieur Thierry Calanquin, Monsieur Burcher, merci de vous prêter à cet exercice. Si je suis face à vous aujourd'hui, c'est pour exprimer une colère collective, celle des 1307 personnes qui vont perdre leur emploi, dont les 238 salariés du site de Saint-Quentin-Fallavier licenciés sur l'autel de la finance. Des salariés qui, pendant 10 ans, 20 ans, 30 ans, 40 ans, sont venus chaque jour sur le site, à se lever à 4h30 pour certains, à rentrer tard pour d'autres, à passer des nuits au travail, à mettre leur vie familiale un peu de côté, pour être présents le samedi ou des jours fériés, car il y avait urgence à livrer des clients. En licenciant ces femmes et ces hommes, vous leur ôtez tout ce en quoi ils ont cru durant des années. Les beaux discours et ce semblant d'appartenance à une famille n'est, in fine, que le résultat d'une politique où seules les données économiques ont du sens pour vous. Vous ne pourrez pas vous départir de vos responsabilités sociales et sociétales, vous instaurer une mort sociale à laquelle vous devez répondre. Vous ne pouvez pas faire comme si tout était normal, chaque emploi perdu est une catastrophe humaine, familiale. Et si nous imaginons bien qui sont les grands gagnants de ces licenciements de masse, nous savons aussi qui en sont les perdants. Ces mots ne sont pas les miens, mais ceux de vos salariés du site de Saint-Quentin-Fallavier. Vous allez supprimer près d'un dixième des emplois des sites français. En parallèle, vous avez battu votre record de commandes et votre chiffre d'affaires est en perpétuelle augmentation d'année en année. Vous choisissez de réduire votre appareil productif en France et seulement en France. En parallèle, vous réallouez de la charge de travail à d'autres États, Europe de l'Est, Turquie, Chine. Vous allez mettre en place un plan de licenciement qui coûtera 150 millions d'euros. En parallèle, vous avez perçu ces 2 dernières années près de 300 millions d'euros d'aide publique, dont vous allez vous servir pour financer la destruction de 1307 emplois en France. Le site de Saint-Quentin-Fallavier, menacé de fermeture, a développé le moteur GMG et récemment le DMG, qui devait être un marché porteur. En 2017, un accord de compétitivité avait été signé avec la direction, où 95% des salariés, par confiance envers l'entreprise, ont fait une croix sur des augmentations de salaire et sur 5 jours de RTT durant 2 années. Cet accord, cependant, n'a pas été respecté. Seuls 10% des 400 000 pièces annuelles prévues ont été produites et votre client était votre principal concurrent. Ma question, comment justifiez-vous aujourd'hui cette délocalisation alors que le nouveau produit DMG a été inventé en France, sur ce site isérois, grâce à des aides publiques françaises qui auraient permis une longue vie au site ? Pourquoi voulez-vous fermer ce site ? Et plus largement, pourquoi, alors que les menaces futures sur votre groupe sont très limitées, voulez-vous supprimer 1307 emplois ? Je vous remercie de votre réponse. Merci Madame Nosbé. Monsieur le vice-président. Madame la députée, merci de votre question et je prends très au sérieux également la tonalité, d'autant que, comme vous le savez, on a eu la chance et l'opportunité d'échanger par visio dès le début de ce sujet difficile. Tout d'abord, je rectifierai un certain nombre de chiffres que vous annoncez et aussi de postures. Le site de Saint-Quentin-Fallavier ne fait pas l'objet d'une fermeture, mais d'une réduction de main-d'œuvre.
Et ça, c'est sans doute dû aussi parce qu'on a privilégié le dialogue social et le dialogue qu'on a eu avec l'État. Deuxièmement, je vous laisse la proportion de chiffres que vous avez annoncés d'aide publique, mais je crois que j'ai donné les miens. Donc les vôtres sont très suraugmentés. Et deuxièmement, je vous dirais quand même que le soin de Valeo, c'est aussi de repositionner un certain nombre d'emplois. Je sais, c'est pas simple dans notre pays parce qu'on n'a pas la culture de mobilité, mais en tout cas, on a repositionné un certain nombre d'emplois sur le site de Saint-Florine à l'intérieur de la même région. Et on offre de toute façon à chaque employé, c'est valable sur l'ensemble de toutes nos actions en France, n'importe quel autre emploi sur les sites de Valeo du pays. Pas tous les employeurs font cela. Je sais que c'est limité pour des gens qui se sont investis dans la région, mais c'est important. Et je laisse sur des sujets plus opérationnels quelques mots à mon collègue. Je suis désolée, je vous laisse compléter peut-être à la fin. Là, il faut que je laisse la parole voilà, pour le groupe socialiste. Monsieur Laurent Lardy. Merci. Messieurs les vice-présidents, monsieur le directeur, madame la présidente, je me joins à mes collègues pour dire qu'on ne peut que déplorer que le groupe Valeo choisisse la voie des plans sociaux et de fermeture de sites en France pour construire sa stratégie de développement à venir. Ça paraît quand même bien paradoxal de choisir de désinvestir, que ce soit en termes de ressources humaines, des savoir-faire évidemment qui y sont liés, que d'outils industriels, alors que vous intervenez, vous l'avez rappelé tout à l'heure, dans un secteur avec des perspectives de développement extrêmement importantes pour l'avenir. Moi, j'aurais deux questions. Une très courte par rapport à ce que vous disiez dans votre propos liminaire. Vous avez parlé pour la France, vous avez dit qu'au niveau mondial, la France représentait 35% des charges sociales payées par le groupe. Je trouve un peu bizarre comme avancement. Enfin, pour moi, ça n'a de sens que si vous mettez en regard le pourcentage total que représente la France en termes de masse salariale par rapport à ce que vous payez dans le monde. Les 35% sont comparables à quoi en termes de masse salariale totale. Et puis, donc ça, une réponse très rapide là-dessus, je pense que vous l'avez en tête, je vous vois déjà s'ouvrir. Une question-réponse peut-être plus longue, c'est que quelle est la place finalement relative, bien entendu, je sais que vous êtes un groupe international, que vous donnez à la France dans votre stratégie de développement à venir ? Avec quels investissements, avec quelles perspectives de nouveaux outils industriels sur le territoire français? Merci de votre attention. Merci beaucoup, monsieur Laurent Lardy. Monsieur le vice-président. Alors, la place de proportion, elle est toute simple, elle est de l'ordre de 14%. Et du reste, je l'ai dit dans les propos liminaires, on est un groupe de 106 000 personnes et à peu près 13 000 en France. Donc vous voyez bien que la charge sociale pèse beaucoup plus que le poids du nombre d'employés qui sont présents en France par rapport au reste du monde. Mais la stratégie, elle est très très simple. C'est assurer la viabilité économique de la traduction industrielle de tout l'effort de recherche qui, lui, est très largement fait en France. Donc, la force de l'innovation du groupe, qui est très largement franco-centrée, et ses traductions industrielles. Je ne sais pas, Thierry, si tu veux ajouter très rapidement. On a un effort de R&D dans le monde qui est à peu près de 2 milliards par an. Et sur cet effort de R&D, on en fait à peu près 500 millions en France. Donc on fait 25% de notre effort R&D en France. Si je reprends juste le chiffre des productions automobiles, la France aujourd'hui produit 1,6 million d'automobiles sur 80 millions de voitures dans le monde, 2%. Donc on voit que notre effort de R&D en France est totalement, en quelque sorte, disproportionné par rapport à la taille du marché français, à la taille de la construction en France. Merci. Oui. Oui, il reste encore une minute, donc c'est exceptionnel. Je vous laisse. Je voudrais que vous répondiez précisément à ma première question, parce que je vous ai demandé la masse salariale. Pour moi, c'est très important. Il est évident que si vous avez en France une masse salariale relativement plus importante, vous m'avez répondu en nombre d'employés. J'imagine qu'effectivement, les gens que vous employez dans la recherche et le développement ne sont pas obligatoirement payés la même chose que dans d'autres pays du monde. Donc, pour moi, ce qui est d'important, c'est de comparer ces 35% avec la masse salariale, pas avec le nombre d'employés. Merci. Tout à fait. 22% de la masse salariale du groupe est en France. Déjà, c'est plus important que 13% des emplois, 22% de la masse salariale, 35% des frais de...
Merci en tout cas pour cette précision. C'est bon, d'accord. Eh bien, nous passons maintenant au groupe d'Herbe, Monsieur Jean-Pierre Vigier. Merci Madame la Présidente. Messieurs, vous le savez, nous traversons aujourd'hui une période cruciale pour l'industrie automobile, marquée par des défis colossaux, la transition écologique, la révolution du véhicule électrique et autonome et une concurrence mondiale toujours plus vive, mais vous en avez parlé. Valeo est au cœur de ces enjeux avec des atouts indéniables. Son expertise dans les technologies d'électrification, son leadership sur les systèmes d'assistance à la conduite et son réseau industriel structuré. Cependant, cette mutation soulève des interrogations légitimes pour notre économie et nos territoires. Valeo a une responsabilité centrale, concilier compétitivité, innovation et maintien de l'emploi en France. Vous avez récemment annoncé des restructurations et dans plusieurs circonscriptions, nous observons une montée des PSE. Aussi, comment garantir que cette transformation stratégique ne se traduise pas par des pertes de savoir-faire sur nos territoires? Quels engagements prenez-vous pour préserver vos compétences techniques, vos emplois et vos talents en France face au risque de délocalisation? Et enfin, en tant que député de la Haute-Loire, je souhaite revenir sur le site de Sainte-Florine, spécialisé dans les systèmes électroniques pour véhicules électriques, un secteur d'avenir. Ce site rentable, qui emploie plus de 600 salariés hautement qualifiés, incarne le dynamisme de notre territoire et l'engagement des équipes pour l'innovation. Cependant, j'ai pu mesurer les inquiétudes des salariés face aux suppressions de postes, notamment en R&D, même si le dialogue est ouvert, et j'insiste à le préciser. Ces suppressions s'accompagnent de la centralisation des activités de recherche et de développement sur d'autres sites. Aussi, j'ai deux questions précises. Premièrement, quelles mesures envisagez-vous pour garantir le maintien et le développement des emplois sur ce site? Deuxièmement, quel impact la centralisation des activités R&D envisagées sur d'autres sites pourrait-elle avoir sur le site de Sainte-Florine et comment prévoyez-vous d'y remédier pour maintenir l'expertise locale? Je vous remercie. Merci beaucoup, Monsieur Vigier. Monsieur le vice-président. Alors, vos questions sont bien précises. Donc, si on regarde le site de Sainte-Florine comme exemple, donc ce que nous faisons dans le cadre de ce PSE, c'est en fait adapter nos structures, nos coûts de personnel au volume actuel et au volume que l'on voit dans un horizon de 3 à 5 ans. On est dans une industrie où sur nos sites, on a des visibilités d'activité à 3-5 ans. On a une stratégie à 10 ans et on a une visibilité d'activité à 3-5 ans. Donc aujourd'hui, nous adaptons Sainte-Florine au volume et au niveau d'activité pour les 3 à 5 prochaines années. En parallèle, comme Jean-Luc vous l'a souligné, on a un vrai problème de compétitivité de notre R&D face aux équipementiers asiatiques. Et donc là, on est obligé de prendre des mesures assez drastiques de massification, de regroupement dans notre R&D pour en accroître la compétitivité, avoir des sites qu'on est capable de regrouper autour de l'intelligence artificielle, autour de moyens très performants. Et donc, malheureusement, on doit transférer des activités de certains petits sites R&D, comme Sainte-Florine, vers des plus gros sites R&D, comme Créteil. Et merci. On se disait justement, c'est sur Cergy et Créteil notamment que vous... C'est Créteil. Sainte-Florine, c'est Créteil. Ok, merci. Donc pour le groupe écologiste et social, Monsieur François Ruffin. Merci Madame la Présidente. Merci messieurs de venir cet après-midi répondre à nos questions. Plusieurs faits. L'État est le premier actionnaire de Valeo quand on cumule la Banque publique d'investissement et le fonds de participation. On a une entreprise qui se porte plutôt bien. En tout cas, le dividende a été multiplié par 2 par rapport à avant la crise Covid. On a, je citais votre directeur général qui disait que Valeo poursuit l'amélioration de sa rentabilité avec une marge opérationnelle de 4%. Enfin, il y a des aides publiques conséquentes, 76 millions d'euros sur l'année 2023, qui sont délivrées à Valeo. En face de ça, on a le deuxième plan licenciement en un an. 2 fois 1000 personnes. Et sur le site d'Amiens, c'est 2 fois 100 personnes
qui partent en une seule année, avec 3 sites qui sont maintenant sur la sellette, l'île d'Abo, la Suze et la Verrière, avec, on comprend bien, quelque chose qui est de l'ordre de la mondialisation dans l'automobile qui se poursuit, avec des constructeurs qui à la fois vous demandent de les suivre, vous enjoignent d'aller chercher dans les pays à bas coût, et en même temps, on n'est plus seulement dans la délocalisation, on est dans la localisation directe d'activités en dehors de l'Hexagone ou en dehors de l'Union européenne, par exemple sur les activités tactiles ou sur les bornes électriques. Vous avez dit que pour la Chine, vos 35 sites de production sont à destination des constructeurs asiatiques. Pour ce qui est des usines de Tunisie, du Maroc ou de Turquie, c'est pour le continent européen. Je pointe ça sur le site d'Amiens. Vous savez qu'on a un site de recherche et développement sur le site d'Amiens, que l'innovation qui est imaginée là, conçue là, ne traverse pas la rue pour amener des nouveaux produits sur le site d'Amiens, mais traverse le continent européen et sort même du continent européen pour aller à Bursa en Turquie. Donc, qu'est-ce que vous allez amener sur le site d'Amiens et sur d'autres sites comme nouvelle production? Parce que si c'est l'embrayage, c'est mort à terme. C'est la première question. Et la deuxième question, moi je suis quand même très intéressé par la demande que vous faites de protectionnisme. Et je vous la vois naître maintenant dans le patronat, ce qui n'existait pas. J'ai crié dans le désert, puis avec un bout de la gauche, nous avons crié dans le désert pour réclamer des taxes aux frontières, des quotas d'importation, des barrières douanières, en se disant que sans ça, notre modèle social, notre industrie est cuite. Et je vois que, autant pour ce qui est du lobby France Chimie, que maintenant chez Arcelor ou chez vous, il y a une demande de protection aux barrières, aux frontières de l'Union européenne, en se disant face aux États-Unis qui ne relèvent pas de 25%, mais de 100% les taxes sur la voiture électrique, face aux géants chinois qui ne se contentent pas de protéger, mais qui fait aussi du dumping pour exporter, il faut nous protéger. Et je veux entendre plus la proposition que vous auriez à nous faire. Merci, Monsieur Ruffin. Monsieur le vice-président. Déjà, comme vous l'avez souligné, les sites chinois ou marocains, en fait, ne travaillent pas pour la France ou pour l'Europe. Si je prends les chiffres, nos sites chinois exportent 7% de leur production. 93% restent en Chine. Si on prend le site de Tanger, ce qui est utilisé en local Maroc, c'est 85%. Il y a moins de 15% qui repart vers l'Europe. Sur le site d'Amiens, on a eu l'occasion d'échanger. Aujourd'hui, on a une stratégie qui est basée sur des embrayages pour les camions où l'électrification, on va dire, est dans un horizon long. Donc, on devrait avoir une activité pérenne à au moins un horizon de 10-15 ans. Et sur des transmissions pour les véhicules hybrides, effectivement, donc ça nous donne une visibilité d'activité entre 5-7 ans. Effectivement, au-delà de 2030, il faut qu'on trouve de nouveaux produits sur Amiens. Ces nouveaux produits, c'est des modules pour les véhicules électriques. Ça sera d'autant plus facile que ces voitures électriques seront produites en France et que les propulsions électriques ne seront pas produites par les constructeurs eux-mêmes. C'est deux questions auxquelles il faut qu'on réponde, puisqu'aujourd'hui, quasiment 100% des propulsions électriques sont produites par Stellantis ou par Renault en interne. Merci. Je suis désolée, je vous coupe, mais je vous laisse répondre plus amplement dans quelques minutes, si vous me le permettez. Je passe maintenant la parole à Thomas Lam pour le groupe Horizon. Merci Madame la Présidente. Messieurs les représentants de Valeo, mais je vous remercie pour l'exposé très clair sur la situation économique du marché de l'automobile, sur la perte de compétitivité des entreprises européennes du secteur et sur votre stratégie pour l'avenir. Donc vous avez parlé des chiffres de votre entreprise, sachant que la France représente, comme vous l'avez dit, 12% des effectifs, et donc dans lesquels sont prévus entre 900 et 1300 suppressions de postes selon les estimations. Alors il est évident que nous regrettons sincèrement ces suppressions de postes. Nous espérons évidemment que les salariés vont bénéficier de reclassement ou d'accompagnement de qualité pour pouvoir retrouver un emploi au plus vite. Moi, ce qui m'inquiète, c'est plutôt les dommages,
je dirais, collatéraux, ceux qui ne sont pas directement visibles, ou ceux dont on ne parle pas, c'est-à-dire les sous-traitants, l'écosystème de TPE, PME, entrepreneurs qui sont partenaires de Valeo. Malheureusement, ces emplois, si on en croit la difficulté que vous avez aujourd'hui sur le marché, vont être également à risque, et ils ne vont pas bénéficier, comme c'est le cas dans un grand groupe, d'un accompagnement aussi important que vos salariés. Alors, comme vous avez touché des aides publiques, ce dont vous avez parlé tout à l'heure, vous êtes un groupe industriel français d'importance. Il me semble aussi pertinent que votre groupe puisse accompagner ces petites entreprises qui sont par essence plus fragiles et qui dépendent de vous. Donc ma question est simple, je voulais savoir si vous aviez une politique particulière qui est destinée à l'écosystème de partenaires sous-traitants, et si vous avez prévu des mesures et des actions pour aider, accompagner celles et ceux d'entre eux qui pourraient éventuellement souffrir de la situation économique. Je vous remercie. Merci beaucoup, Monsieur Lam. Monsieur le vice-président, je ne sais pas lequel souhaite répondre. Sur la politique, les conséquences pour les sous-traitants et... Voilà. Tout d'abord, nous sommes très conscients de votre question. Et c'est vrai que lorsqu'on cascade en termes d'emploi, évidemment, les sociétés de moyenne et plus petite taille sont impactées. Industriellement parlant, vous savez bien que lorsqu'on a les premiers messages qui nous sont envoyés par nos propres clients, notre direction achat fait le maximum aussi en anticipation pour faire comprendre quelle réduction de voilure en termes de volume d'achat on doit faire, puisque c'est là que ça se passe, le partenariat. Maintenant, je tiens quand même à préciser, et c'est moi-même qui ai eu le devoir et l'honneur d'y siéger, on a une expérience de plus de 10 ans de fonds de modernisation des équipementiers automobiles, qui est à l'époque avant que la BPI soit née par le FSI, le Fonds souverain français. Donc, il y a quand même des dispositifs aujourd'hui qui existent pour aider un certain nombre de ces PME et TPE. Maintenant, il y a également le fait que ce sont plutôt des groupes comme le nôtre qui sont capables, et c'est pour ça qu'on a besoin de cette stabilité aussi réglementaire, d'annoncer quelles sont les orientations, je dirais, industrielles des futurs produits que l'on a à acheter. Et certaines PME n'ont pas fait l'effort, c'est pas faute d'avoir prévenu qu'un certain nombre de dispositifs ne seraient plus le marché de demain. Et notamment, ce qu'on en a fait dans le fonds de modernisation, c'est de s'assurer qu'il y ait une diversification des clients, c'est-à-dire qu'ils ne soient pas dépendants que d'un seul client, ce qui était par exemple le cas pour nous dans la situation de Saint-Quentin-Fallavier, où quand vous avez une baisse sur un seul client, bah oui, l'usine est à risque. Merci. Alors, ensuite, pour le groupe Lyot, Monsieur Harold Duvart. Merci, Madame la Présidente. Alors, ma question va être très brève, puisque je tiens absolument à entendre votre réponse en vous remerciant de votre présence. On a beaucoup parlé lors de cette audition des sites qui suppriment des emplois, et ma question porte plutôt sur les sites dont les emplois sont à ce jour préservés. La question, il n'a échappé à personne que le maintien de ces emplois en France est notamment lié à la dynamique des projets d'innovation qui sont menés sur le territoire national. Moi, je suis député de Nogent-le-Rotrou, dont j'ai été le maire, qui compte une usine Valeo depuis plus de 70 ans, qui a, dans son longue histoire, engagé des transitions successives depuis tous les dispositifs de climatisation jusqu'à aujourd'hui, des projets financés et accompagnés par France 2030 sur les dispositifs numériques d'aide à la conduite. Pouvez-vous nous garantir que ces tentatives et ces opérations et ces investissements de diversification et d'innovation seront de nature à maintenir l'emploi sur le territoire français en nombre suffisant? Pouvez-vous aussi nous garantir que ces programmes d'innovation seront maintenus en dépit des turbulences financières
qui affectent le groupe. Et ma troisième question, c'est pour rebondir sur la question de notre collègue François Ruffin qui nous disait que Valeo se portait fort bien. Moi, je vois surtout que le groupe Valeo est dans une phase de transition qui n'est pas linéaire et qui n'a rien d'évident. Depuis un équipementier automobile classique vers une entreprise très intensive en très haute technologie. Je vois la chute du cours de bourse qui a été très significative de 80% sur les dernières années. Je suis administrateur de Bercy de métier, donc j'ai le souvenir du fait que l'État français est intervenu lors de la crise de 2008-2009. J'ai été longtemps administrateur de BPI France. Nous savons, là aussi, nous nous sommes engagés en 2019 à remonter au capital et nous sommes encore, enfin, l'État à travers BPI France est toujours le deuxième actionnaire du groupe Valeo. Pouvez-vous aussi, là, on parle beaucoup des aides directes, mais pouvez-vous aussi nous qualifier la situation du groupe par rapport au risque qui peut être celui que tout le monde redoute, c'est-à-dire d'une prise de contrôle ou de groupes activistes qui pourraient à tout moment intervenir sur le capital du groupe, le démanteler et faire partir à la fois les emplois et les brevets qui sont indispensables à l'économie nationale. Merci. Monsieur Huvart je vais répondre sur la partie industrielle. On vous a donné le chiffre de 300 millions d'investissements sur les 3 prochaines années, 24, 25, 26, pour faire face justement à cette transition technologique. C'est des investissements massifs, que ce soit dans l'aide à la conduite, que ce soit dans l'électrification. La transformation de nos sites réclame des investissements massifs. On est en train de les faire. C'est ce qui nous permet de préserver 90% des emplois que nous avons en France aujourd'hui. Donc oui, il faut qu'on investisse massivement pour préserver l'emploi. C'est pas si on dort, tout s'écroule. Donc on doit investir massivement parce que les technologies évoluent, parce que les moyens de production doivent évoluer. Et on accompagne tout ça d'un effort R&D, puisqu'on vous a donné le chiffre aussi d'1,5 milliard, 1,7 milliard de R&D que nous allons dépenser sur les 3 prochaines années. Je te laisse répondre sur la partie du groupe. Je répondrai sur le groupe plus tard, mais j'aimerais laisser intervenir Jean-Baptiste parce qu'il s'est particulièrement penché sur le site de Nogent-le-Rotrou. Merci Jean-Luc. Oui, alors pour répondre directement sur Nogent, pour avoir accompagné effectivement le soutien à la transition du site, c'est un bel exemple en fait de ce qu'on essaye de faire en France. C'est-à-dire on est sur un site qui a une technologie qui arrive en fin de vie, liée au moteur thermique, et en fait on réinvestit sur ce site à la fois sur des produits différents. Donc on passe sur de l'électronique alors qu'on faisait du thermique, donc on fait de l'injection plastique, on va faire de l'électronique, donc nouvelles compétences, nouveaux métiers. Et effectivement, le soutien de l'État a été décisif aussi dans la localisation de cette nouvelle technologie que vous mentionniez d'assistant à la conduite. Et je veux juste expliquer en un mot pourquoi. Nos sites sont mis en concurrence en fait dans leur capacité à industrialiser cette technologie par nos clients parce que y a d'autres concurrents qui font ça moins cher en Europe centrale ou autre ou hors d'Europe. Et en fait, l'apport du soutien public nous permet de viabiliser, de rendre compétitif cet investissement. Donc il est nécessaire et il a été clé pour accompagner la transition de ce site avec un volet réduction d'énergie également. Et je finis juste sur ça. Oui, je vous donne un message positif sur le site de Nogent. On a investi, on va continuer de maintenir cet investissement et de développer cet investissement. Mais comme tous les sites français, il subit aujourd'hui effectivement l'effet volume, la réduction aussi des clients qui annoncent la direction de volume. Mais le site en lui-même n'est pas dans une situation en difficulté aujourd'hui. Donc le message est positif et de continuité d'activité. Merci beaucoup. Je vous propose peut-être que, parce qu'il y a quelques interventions individuelles, qu'on passe tout de suite aux interventions individuelles et qu'on vous laisse répondre plus longuement sur toutes les questions qu'on a pu noter et que vous avez évidemment, j'imagine, notées. J'ai d'abord Madame... non, pas Madame Chérifi. Donc j'ai Monsieur Nury. Voilà. Merci Madame la Présidente. Monsieur le Vice-président, vous le savez, les salariés de Valeo, les élus des territoires où vous avez des sites de production, les clusters économiques dans lesquels vous êtes souvent des chefs de file sont inquiets. Inquiets par rapport à votre annonce de suppression de près de 900 emplois en France, inquiets par rapport aussi à la filière automobile et de tous les sous-traitants qui sont en train de décrocher avec l'électrification à marche forcée de l'automobile à cause d'un agenda européen mortifère et délirant. Face à cette inquiétude, vous nous répondez à juste titre compétitivité, innovation, tout en assurant le maintien des sites en France et d'un maximum d'emplois, ce qui permet d'épargner certaines usines ayant des productions particulières avec des compétences rares et des équipes engagées. Et je pense au site d'Athis de l'Orne, dans ma circonscription, qui serait préservé et pérennisé. Je serais heureux que vous puissiez me le confirmer. Merci Monsieur Nury. Donc sur ce site en particulier, donc sur la question de Monsieur Nury.
Oui. Donc on vous confirme que ce site qui est spécialisé dans les filtres, dans la filtration pour les intérieurs véhicules, oui, ce site est préservé. Il n'est pas dans le plan social de manière visible. Et donc ce site est préservé avec cette technologie très particulière, très pointue. Et on continue à développer, à innover sur ce site pour le maintenir, puisque c'est que par l'innovation qu'on réussit à maintenir la production de filtres en France dans un horizon, encore une fois, on voit à 3-5 ans, oui, on a une visibilité de pérennité de ce site avec les technologies que l'on a pu y développer. Merci à vous. Madame Nosbé. Oui, merci. Alors, donc, je voulais juste revenir sur votre remarque, monsieur. Alors, c'était monsieur Di Paola Galloni, oui, c'est vous qui avez fait une remarque. Concernant la fermeture du site de Saint-Quentin-Falavier, en effet, donc la fermeture, elle n'est pas encore actée, puisqu'il y a 4 sur 238 emplois, il y a 80 qui sont maintenus. Mais normalement, jusqu'en 2027, si mes informations sont correctes, le temps d'honorer un contrat avec l'entreprise Magna. Donc, par conséquent, la disparition de ce site est programmée, à moins que vous ayez des informations contraires à nous annoncer aujourd'hui. Donc, moi, je veux aussi intervenir sur un autre sujet. Donc, ça concerne donc votre groupe qui a touché des aides publiques. Je l'avais dit dans l'introduction. J'étais aux côtés des salariés de votre site de Saint-Quentin-Falavier la semaine dernière. Ils étaient très en colère, inquiets, bien sûr, très déçus de la manière dont la direction les traite, et surtout très inquiets sur leur avenir. Il y a une moyenne d'âge de 53 ans. Donc, pour beaucoup, ils ont fait 20 ans, 30 ans, 40 ans de carrière sur le site. Ces femmes et ces hommes ont d'énormes difficultés à retrouver un emploi, sachant que 53 ans, plus on dépasse cet âge-là, c'est très compliqué de trouver un emploi. Ces salariés ont été pour beaucoup exposés à l'amiante dans vos usines et ont réussi à faire évoluer la production vers un modèle plus résilient, et ils veulent des réponses. Donc leur question, c'est quel rôle ont joué les millions d'euros d'aide de l'État dans les résultats financiers du groupe, et comment comptez-vous indemniser dignement les salariés licenciés, et particulièrement ceux qui entrent dans le dispositif amiante. Je vous remercie. Merci. Monsieur le vice-président. Alors, sur le site de Saint-Quentin-Falavier, ce qu'il faut d'abord préciser, c'est que pour pérenniser le site, on maintient l'intégralité des productions sur place. Donc, on a, entre guillemets, 0 délocalisation. Donc, on maintient l'intégralité des productions sur place. On n'est pas capable de produire tout ce qu'on avait prévu de produire sur le site parce que nos clients se sont déplacés vers la Roumanie, vers la Turquie, et qu'il est très, très difficile de livrer de manière compétitive des équipements depuis la France vers la Roumanie ou vers la Turquie. Donc on va livrer des composants, mais on ne peut pas livrer les produits finaux, on n'y arrive pas dans l'équation économique. Mais donc on maintient... parce qu'on a décidé de maintenir 100% des fabrications sur place, on arrive à pérenniser une activité industrielle, 80-100 personnes sur le site. On n'a pas, on vous confirme bien, puisque le plan social est lancé, il a été lancé officiellement le 11 décembre, donc on vous confirme bien qu'on maintient l'activité sur le site, autour de 80-100 personnes. On vous confirme aussi bien qu'on n'est pas dans un billard à 3 bancs, donc on n'a pas une fermeture programmée, dans l'horizon visible de ce qu'on a dans nos commandes, c'est-à-dire quelques années, 3-5 ans, on a un niveau d'activité qui nous permet de pérenniser ce site avec 100 emplois, entre 80 et 100 emplois industriels dans les années à venir. On ne peut pas en dire plus, on n'en dit pas moins. Sur les aides de l'État, effectivement, on a développé un certain nombre de produits sur le site de Saint-Quentin-Falavier. Donc, vous avez parlé du DMG, je vous dis pourquoi. Seuls les composants du DMG sont produits en France et pas l'assemblage final qui sera fait en Turquie, puisqu'on est sur des clients qui sont localisés en Turquie et en Roumanie. Et là, encore une fois, on n'arrive pas à expédier les ensembles complets depuis la France en étant compétitif. L'autre produit sur lequel on a massivement investi sur le site de Saint-Quentin, c'est la petite mobilité.
qui est pour nous aujourd'hui un échec, hein, puisque la petite mobilité ne se développe absolument pas. C'est ce dont on a parlé. Hein. Il n'y a pas un cadre réglementaire qui fait que les voiturettes se développent, que les véhicules à 3 roues, 2 roues, etc. Se développent massivement dans les villes. On avait fait le pari qu'on aurait un peu une évolution à la chinoise, hein, où en Chine, dans les villes de plus de 5 millions d'habitants, 100% des véhicules sont électriques, hein, 100% des 2 roues et des 3 roues sont électriques, les 2 roues et les 3 roues thermiques sont interdits, donc il y a effectivement une explosion de la petite mobilité électrique. On n'a pas ce type de réglementation en Europe, donc on avait fait le pari que ça allait venir, ça va peut-être venir, mais aujourd'hui on a un gros échec sur le site de Saint-Quentin-Fallavier de développement de la petite mobilité, mais parce que le cadre n'est pas là. Donc on vous a dit Ligier, Châtenay, Exam comme clients, et ils font 5-10% des volumes qui avaient été prévus parce que leurs ventes n'ont pas décollé. Merci. Peut-être que je peux, s'il n'y a pas d'autres interventions individuelles. Pardon. Je vous en prie, Madame Le Boucher. Merci Madame la Présidente. Ce serait dommage, le seul site qui ferme complètement quand même. Alors, bon, beaucoup a déjà été dit sur l'argent public, je n'y reviendrai pas. Vous faites de la rétractation du marché européen et de la fin du moteur thermique une partie de vos justifications des suppressions d'emplois. Pourtant, à la Suze-sur-Sarthe, donc chez moi, là où le site ferme entièrement, les pièces produites sont compatibles avec l'électrification du marché automobile. Dans le même temps, l'action du groupe est montée à 0,4 en 2024 contre 0,38 en 2023. Dès lors, le marché se rétracte-t-il seulement pour les salariés? Sinon, comment expliquer que les dividendes sont encore en augmentation cette année? Alors, plutôt que de vous concentrer sur la génération de cash flow libre, concentrez-vous plutôt sur vos salariés qui ont donné 20, 25, 30 ans de leur vie à Valeo, qui aujourd'hui se sentent méprisés, qui ne pourront pas bénéficier de la mobilité interne, qui seront cassés par les années de travail et sont dans une tranche d'âge où l'embauche est faible, avec des droits au chômage durcis. J'adresse mes pensées à tous ces salariés et à leurs familles à l'approche des fêtes de Noël qui ne seront pas joyeuses de par vos décisions. Merci. Monsieur le vice-président. Oui, effectivement, le site de la Suze est un des sites qu'on n'arrive pas à préserver en France. C'est clair que c'est une décision douloureuse de fermer un site, c'est un échec. Mais c'est l'illustration de la baisse de l'activité en France. C'est un site qui, a 10 ans, 15 ans, faisait 250 millions d'euros de chiffre d'affaires, livrait tous les constructeurs français à une époque où on faisait plus de 3 millions de véhicules en France. Et en fait, on a vécu la baisse du volume de production vers la France de manière dramatique à la Suze. Et malheureusement, à la Suze, on a des produits et des technologies qui sont soumis à une forte compétition, qui ne sont pas protégés par de la logistique ou par des avantages technologiques déterminants. Donc on est soumis à des importations de produits. On fait des petits radiateurs, des petits échangeurs. Donc le coût d'importation de ces produits-là est très très faible. Et donc on n'arrive pas à tenir les coûts de marché sur ces produits-là en produisant en France. Et on a malheureusement un carnet de commandes sur la Suze qui s'est écroulé. Hein. On faisait 250 millions dans les années 2000. On en fait 45 aujourd'hui et on a un carnet de commandes qui nous amène à 28 millions dans 2 ans. Donc à cette taille-là, on n'arrive pas à préserver un site et on n'a pas réussi à trouver les commandes relais, les nouvelles commandes qui nous permettraient de redonner de l'activité au site. Donc on est malheureusement arrivé à cette fin dramatique de devoir fermer le site. Merci, merci pour toutes vos réponses. Alors, je ne sais pas si vous souhaiteriez peut-être développer et compléter un certain nombre de réponses. Moi, j'ai juste 2 demandes de précision, parce que vous avez parlé d'abord de stabilité réglementaire, en tout cas dans vos attentes vis-à-vis des législateurs. Moi, j'entends notamment 2 attentes, qui sont, 1, la stabilité réglementaire. Qu'est-ce que ça veut dire, notamment par rapport aux dernières échéances budgétaires, puisqu'on va repartir, nous, dans une période budgétaire, sur le bonus, sur le malus, sur le leasing social, etc. Enfin, j'imagine que c'est ça que vous pointiez du doigt, mais peut-être que c'est autre chose. En tout cas, peut-être ce serait bien qu'on ait des précisions. Et ensuite, sur la question du protectionnisme, si on peut dire ça comme ça, est-ce que vous pouvez en dire un peu plus? Parce que, donc, si je comprends bien, et ce que vous m'avez déjà dit, c'est qu'on a une protection entre 0 et 35% sur les véhicules finis en Europe. C'est bien ça? Ça dépend des véhicules.
mais finalement de 0% sur les composants, si j'ai bien les sources sûres. Sachant que, par exemple, aux États-Unis, il me semble qu'on est au-dessus des 100%, y compris sur les composants. C'est bien ça. Bon, je vous laisse revenir là-dessus. Mais en gros, voilà, qu'est-ce qu'on peut... voilà, est-ce que c'est uniquement au niveau européen qu'on peut agir? Est-ce que vous pensez qu'il y a d'autres types de leviers, pour être clair, qui peuvent passer aussi par autre chose que, évidemment, la modification de la politique commerciale européenne étrangère? Voilà. Et encore une question, attendez. Monsieur Weber, peut-être une dernière question. Et Monsieur Fugit, vous souhaitez aussi... Okay. Et après, je laisse la parole, évidemment, aux dirigeants de Valeo. Madame la Présidente, Messieurs les Présidents, une question très, très simple. Je regardais un petit peu les résultats de votre groupe. À part une année, il y a 3 ou 4 ans, qui était négative, il y a eu une progression quand même, que ce soit en termes d'EBITDA ou en termes de chiffre d'affaires. Donc, les chiffres comptables, en fait, ne font pas apparaître, à part sur le deuxième semestre 2024, effectivement une légère baisse. Mais si on prend les résultats annuels, a priori, je veux dire, la société, la solidité de l'entreprise est encore excellente. Donc, je voulais savoir, aujourd'hui, quelle est votre politique en termes de rachat d'actions? Parce qu'effectivement, si vous voulez, il faut que lorsqu'on a une politique, bien sûr, on peut comprendre qu'on accompagne une entreprise pour l'encourager, etc. Maintenant, dès qu'il y a on va dire, il y a des perspectives qui sont un peu plus compliquées, le premier viseur, c'est la masse salariale. Alors que parallèlement, on encourage les rachats d'actions. Moi, en tant que député, j'arrive pas à comprendre. Parce qu'à un moment, il y a une décorrélation entre voyez, il faut rester cohérent. Donc, est-ce que vous pouviez nous dire la politique de rachat d'actions pour 2023 et 2024 et 2025, s'il vous plaît, de votre entreprise? Merci. Alors, peut-être vous pourriez répondre à cette question, puis ensuite, on va vers les réponses plus globales que vous avez pu noter au fur et à mesure. Merci. Alors, premièrement, je vais répondre à cette question. Oui, on encourage le rachat d'actions, mais juste pour éliminer toute ambiguïté, Valeo, c'est 22 milliards d'euros de chiffre d'affaires et 21,8 milliards d'euros de dépenses. Et que je peux vous montrer ainsi, sur toutes les charges et les dépenses, c'est 12,7 milliards d'euros d'achat de composants, 4,7 milliards d'euros de frais de personnel, 4 milliards de coûts d'énergie, de transport, d'amortissement des machines, des coûts informatiques et autres charges, 250 millions de charges d'intérêt et 150 millions d'euros d'impôts. Donc, on est juste, je dirais, à l'équilibre, avec juste 220 millions à peu près de résultats nets. Et heureusement qu'on arrive à équilibrer un petit peu dans d'autres pays, parce qu'on est loin d'être... oui, nous sommes solides et nous allons continuer cette transition, mais on n'est pas sur une période florissante, pour être très clair. Et oui, c'est vrai qu'on a une politique d'actionnariat vis-à-vis de nos propres salariés. Sur la question de la stabilité réglementaire, je vais d'abord vous répondre en tant qu'industriel. En tant qu'industriel, ce qu'on peut dire, c'est qu'on sait produire des composants pour les véhicules thermiques, pour les véhicules hybrides, pour les véhicules électriques, pour les véhicules avec ou sans aide à la conduite. Donc, on a une gamme de produits complète. Donc, on est en quelque sorte agnostique de la technologie qui va être choisie par le constructeur. Par contre, ce qui est dramatique pour nous, c'est, si je prends l'exemple de 2024, on avait un volume de véhicules électriques qui avait été annoncé et on est à moins 60% de nos livraisons de composants pour véhicules électriques vers les constructeurs européens que ce qui était prévu. Parce que, plus du tiers des véhicules électriques en Europe sont chinois et que, deux, il se vend beaucoup moins de véhicules électriques en Europe que ce que nos clients avaient prévu. Donc ça, oui, c'est dramatique pour nous parce qu'on a des investissements qui sont aujourd'hui complètement sous-utilisés pour les véhicules électriques. On a des plaques batteries, des plaques de refroidissement batterie à la Suze. L'équipement est utilisé à 20% de sa capacité. À 20% de sa capacité. C'est dramatique d'un point de vue industriel. Voilà. Je te laisse répondre à la stabilité réglementaire.
Oui, rapidement sur vos deux questions, Madame la Présidente. Alors là, effectivement, la stabilité réglementaire, nous, le message qu'on donne, c'est on a donné un objectif à 2035, on a investi, on s'est endetté même pour le faire, on a construit une entreprise jointe avec Siemens, on a investi sur ces sites, et Thierry disait, l'investissement est sous-exploité aujourd'hui, mais on a fait ses choix, et quelque part, remettre en cause ces objectifs, c'est aussi finalement remettre en cause ces investissements qu'on a faits, et réinvestir sur des choix technologiques différents. C'est pas quelque chose dans la vision d'un industriel qui est naturel, et qui, en plus, dans les situations financières qu'on vient de donner, n'est pas idéal. Ensuite, la question que tout le monde pose, mais que personne n'ose vraiment poser, c'est est-ce qu'on veut introduire une part d'hybride ou pas par rapport à cet objectif de 2035? C'est la question que personne ne pose. Voilà. En soi, je veux dire, c'est ce que disait Thierry, on sait faire des technologies hybrides et on a toujours considéré l'hybride comme un marché de transition vers l'électrique. Du reste, c'est aussi le choix du consommateur d'aller vers quelque part ce véhicule hybride pour rouler en format électrique en ville, en format thermique hors des villes. Donc, après tout, si collectivement en Europe on décide de faire ça, pourquoi pas? Là, nous, ce qu'on dit, on dit juste deux choses. Un, les Chinois ont accéléré très très vite sur l'hybride et on a une offre aujourd'hui de véhicules hybrides chinois qui est extrêmement performante avec des modes d'autonomie à 150-200 km en électrique. Donc si on décide de bouger vers ça, il faut juste assurer qu'industriellement on est capable de le faire et qu'on est encore compétitif. Et deux, il faut le faire dans un horizon de temps qui paraît raisonnable et adaptable pour les industriels. C'est-à-dire on a quand même vécu des changements ou des durcissements que du coup nous on soutient, mais qui se sont faits à horizon à échéance de tous les 2 ans. Donc en termes de planification, qu'on parlait de la Chine qui a planifié sur 15 ans ce qu'il voulait faire, c'est plus compliqué pour nous de gérer. Donc ça, c'est vraiment juste les deux messages simples que je donne sur ça. Et sur le protectionnisme, enfin ce qu'on appelle protectionnisme, nous, ce qu'on dit, c'est juste qu'on veut jouer avec les mêmes règles que le reste du monde. Et c'était un peu, je réponds aussi à la question de François Ruffin sur ce sujet. On n'est pas en train de dire qu'il faut se fermer, il faut se barricader. Ce qu'on dit juste, c'est que d'autres régions du monde ont d'autres règles. Et vous mentionniez l'exemple des États-Unis. Aujourd'hui, on a effectivement 75% de contenu local américain qui doit être dans un véhicule électrique vendu aux États-Unis. Et même tout véhicule. Et tout véhicule aux États-Unis, pardon, 75% de contenu, voilà, en composants originaires d'Amérique, des États-Unis. Et d'ALENA, voilà. Et ensuite, il y a une clause spécifique, et c'est voilà, les règles du USMCA qui remplacent le volet NAFTA. Et il y a une règle spécifique sur l'acier et l'aluminium, inclus à cela, et puis il y a également une clause sur le coût du travail pour éviter effectivement un dumping social vers le Mexique. Donc, et ces règles-là n'existent pas en Europe, et donc effectivement, ça crée aujourd'hui une sorte de sécurité pour les acteurs américains dans leur capacité à développer un business et à une garantie sur quelque part une projection sur les volumes, où en fait finalement en Europe, la certitude sur les volumes a complètement disparu du fait de l'incertitude du marché et puis de cette concurrence internationale qui se joue. Voilà. En résumé, pour garder le temps imparti sur ce sujet. Voilà. Et alors, du coup, moi, je vous relance notamment la question de M. Evert sur le risque de prise de contrôle par d'autres fonds. Je ne sais pas si quelqu'un peut répondre parmi vous. C'est une question... Oui, on peut... Je réponds ou je peux répondre comme vous voulez. Cette question, évidemment, d'un point de vue, si vous regardez le cours de l'action, nous sommes potentiellement une proie. Néanmoins, personne n'a osé se lancer pour une simple raison qu'il y a aussi à gérer l'ensemble des métiers qui sont les nôtres, d'équipementiers automobiles. Et vous voyez bien que même de nouveaux clients, je pense notamment à un client américain qui est puissantissime d'un point de vue financier, ça commence par un T, vous voyez à qui je pense, peut largement intervenir. En fait, ils ne le font pas parce que chacun reste dans son propre métier. Maintenant, je tiens à le préciser, vu que la Caisse des dépôts et consignations et la Banque publique d'investissement ont été citées, évidemment, leur présence dans notre capital sont évidemment un signal qui a toujours été une sorte de garde-fou contre des potentiels prédateurs financiers qui viendraient s'inviter dans notre capital pour nous racheter. Donc nous remercions aussi, et c'est la force de l'État et je dirais les évolutions des fonds souverains français pour protéger un secteur qui est vu comme étant stratégique. Voilà. Et alors, il y avait notamment aussi 3 questions de M. Loubet sur France 2030, sur la taxe carbone sur les matières premières et sur l'augmentation des prix de l'énergie. Voilà, je vous invite. Alors, si je me souviens, votre question, c'était sur l'importance des dispositifs.
parce qu'il y a eu beaucoup de questions. Sur France 2030, effectivement, on est bénéficiaire des mécanismes France 2030 et France Relance historiquement. Effectivement, je le rappelle, comme l'a dit Jean-Luc, tout ça s'inscrit dans un cadre contractuel avec l'État et tous les investissements finalement qui ont été faits ont fait l'objet de contreparties en emploi, en production. Je rappelle aussi que finalement France 2030, c'est un outil au-delà du CIR, de notre point de vue, qui accompagne des projets d'innovation. Le CIR, quelque part là, pour garantir la compétitivité de la R&D en France. France 2030 et France Relance avant sert à accompagner des visions stratégiques. Ça rejoint une question qu'on avait sur l'écosystème. On est dans l'écosystème de la microélectronique en France, de la plasturgie, de l'électronique imprimée. Et tous ces projets-là, quelque part, sont portés par France 2030. C'est vraiment plus des dimensions de stratégie industrielle et de R&D qui sont portées. Donc pour nous, c'est clé. Et les deux piliers se complètent. Sur l'énergie, il y avait une question également. Oui, sur l'énergie, sur l'augmentation, la conséquence de l'augmentation des prix de l'énergie sur votre compétitivité, en somme. Alors, on n'est pas électro-intensif comme peut l'être d'autres industries. Néanmoins, effectivement, ce qui se passe en France sur le prix de l'énergie est préoccupant pour nous. Il faut être très clair. On achetait grosso modo au prix à Rennes 42 MWh, grosso modo 50% de notre énergie. Alors, le coût de l'énergie en France par rapport au total de nos achats n'est pas significatif, mais au global, mais la compétitivité effectivement du site France est intimement liée à son prix de l'énergie. Et quand on a plus de 200 € du mégawattheure en 2022, ça crée des effets de yo-yo qui créent une forte incertitude. Et en plus de ça, quand vous êtes un grand groupe, des fois, quelque part, vous pénalisez presque tout seul, puisqu'en fait, vous anticipez des effets de yo-yo, vous prenez des mécanismes de couverture. Donc même quand le prix redescend, ce qui se passe en ce moment, votre prix de l'énergie, vous le payez de plus cher parce qu'en fait vous avez anticipé un effet de yo-yo. Donc quelque part l'incertitude qu'il y a aujourd'hui autour de ce prix est quand même assez préoccupant pour nous et le nouveau mécanisme qui était prévu mais qui n'est effectivement retardé avec le retard du PLF et l'accord État-EDF, on est quand même plutôt dans un prix beaucoup plus élevé que ce qu'on connaissait historiquement avec l'AREN. Donc de manière très simple, pour vous répondre, l'industriel que nous sommes, on aimait beaucoup le mécanisme de l'AREN, on aimait pouvoir acheter ce prix garanti, et c'était historiquement ce qui faisait aussi la compétitivité du site France. Et ce qu'on voit aujourd'hui, pour finir, c'est qu'on avait historiquement un prix qui était plutôt stable et avec une garantie dans le temps, avec des prix beaucoup plus élevés aux États-Unis et en Chine. Et finalement, cet écart s'est complètement effacé ces dernières années. Et la tendance qu'on voit, c'est une augmentation progressive des coûts de l'énergie en France. Donc voilà. Ce qu'il faut comprendre, c'est que pour un équipementier comme nous, 70% de l'augmentation de l'énergie, on l'a à travers nos sous-traitants. C'est-à-dire que l'énergie, c'est 30% de l'énergie qu'on achète et 70% de l'énergie qu'on achète à travers les composants qu'on achète chez nos sous-traitants. Donc, nos sous-traitants, encore une fois, là, souffrent encore plus que nous de l'augmentation du prix de l'énergie, et c'est encore un problème supplémentaire pour eux quand ils font de la forge d'aluminium, etc. Ce sont des gens qui souffrent énormément de l'augmentation du prix de l'énergie, et leur compétitivité par rapport aux équipementiers asiatiques qui font le même travail est très très compliquée. Donc le prix d'énergie, oui, c'est un problème pour Valeo, mais c'est surtout un problème pour sa supply chain. Et donc nous, le problème, c'est les hausses de prix de nos fournisseurs à cause de l'énergie. C'est ce problème-là numéro un qu'on a. C'est ça qu'on subit en énergie. C'est pas l'énergie qu'on achète en France, c'est l'énergie que nos sous-traitants achètent. Je vous remercie. Alors, je ne sais pas s'il y avait il me semble encore des questions en suspens auxquelles vous souhaiteriez répondre. Oui, juste quelques précisions. On a évoqué l'énergie. Il y a eu des questions aussi sur les matières premières et notamment, effectivement, les barrières douanières, etc. Et en fait, je tiens vraiment à préciser, parce que les mots ont un sens, ce que l'on veut, ce sont des conditions de concurrence équitables. Car il est important, et j'ai pris le soin de parler aux parties publiques chinoises, y compris dans l'exact homologue de ce que l'Assemblée nationale du peuple en Chine à Pékin, qui considèrent que les tarifs ont été perçus comme étant un acte, je dirais, peu sympathique et agressif, alors que cette recherche de conditions de concurrence équitable est tout à fait acceptable et acceptée par les pouvoirs chinois. Je répète aussi qu'il est important de préserver la compétitivité
d'un groupe comme Valeo en Chine, tout simplement parce que la Chine est le premier marché automobile mondial, le premier pays marché automobile, et que nous sommes également intégrés dans la chaîne équipementière. Donc, ce que nous demandons, c'est beaucoup plus une recherche d'équité graduelle qui a disparu, plus qu'une forme de protectionnisme. Et c'est aussi également, je pense que vos collègues des autres commissions, notamment des affaires étrangères, apprécieront que c'est un acte industriel favorable aussi dans les relations franco- ou euro-chinoises, parce qu'on ne peut pas se mettre la Chine à dos, et c'est une façon aussi de se distinguer par rapport aux États-Unis. Ensuite, je reviendrai aussi, évidemment, vous l'aurez entendu de nous trois et de l'ensemble du groupe, on n'est pas heureux de devoir, à l'instant où je vous parle, fermer un site. Je précise aussi, on n'a pas parlé d'un troisième site où il s'agit en fait d'un déménagement à l'intérieur de l'Île-de-France pour ce qui est du site de la Verrière. Voilà. Évidemment, et on est très solidaire de la souffrance de ce qui se passe à la SUL, c'est évident. Je précise aussi, parce qu'on n'a pas eu le temps de vous le dire, qu'on repropose quand même, notre directeur général y tient, un poste ouvert dans le même département, à peu près 45-50 minutes de trajet, dans un site qui est dans un écosystème extrêmement positif lié à la production qui se situe à Sablé et qui est lié, on y fait l'électronique, auprès du site d'Étaples, qui est un site phare du groupe. Donc, on essaye aussi de revitaliser. C'est tous les salariés qui peuvent... Certains sont concernés et veulent le faire. En tout cas, nous ouvrons toute possibilité. Ce que je veux dire, c'est que on fait vraiment le maximum, et y compris, on fera des actions de revitalisation. Et l'un des députés a demandé, évidemment, on fait le maximum avec les élus locaux, avec les agences de dynamisme économique local, de voir tout ce qui est possible. Mais comprenez bien que, je pense que mon collègue opérationnel l'a très bien expliqué, c'est un site où on ne pouvait pas faire plus. Et c'était, je veux dire, il n'y avait pas d'autre issue. Et ça, évidemment, ça ne nous fait pas plaisir. Mais encore une fois, je crois qu'on a essayé de démontrer au cours de cette audition que vraiment, on fait notre devoir, notre travail. Et comparativement aux chiffres que je vous ai annoncés à l'échelle française, à l'échelle européenne, et comparativement aux suppressions d'emplois qui se passent, y compris chez nos concurrents et dans les autres pays européens, Valeo essaye de faire vraiment un minima sur l'impact des emplois. Bien. Normalement, on est censé ça. Enfin voilà, on a déjà largement dépassé les séquences. En tout cas, merci beaucoup. Merci aussi aux députés qui sont restés jusqu'à la fin. Alors voilà, c'est vrai, dans un calendrier, vous le savez, un peu spécial en ce moment au niveau législatif. Merci à vous de vous être rendu disponible pour cette audition et d'avoir répondu aux questions. Et je vous souhaite, aux membres de la commission notamment, mais à vous aussi, de belles fêtes, puisque je crois que nous ne nous retrouvons pas dans la commission avant la rentrée, entre guillemets, parlementaire. Voilà.